Parfait, je vais maintenant commencer. Puis si des personnes se joignent à nous, elles pourront le faire à tout moment. Donc, bienvenue tout le monde et merci d'être présente et présent aujourd'hui en aussi grand nombre pour l'activité intitulée Vieillissement et autodétermination, mieux favoriser l'inclusion des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle dans les processus décisionnels. Donc, avant de commencer l'activité, j'avais vraiment un peu envie de vous montrer quel va être le déroulement de l'activité d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'il reste de la programmation 2025 du projet Revie parce qu'il nous reste seulement une activité. Ensuite, je vais vous proposer une définition de l'autodétermination. Ensuite, nous parlons du rôle que peut jouer l'entourage pour soutenir l'autodétermination. Puis, finalement, on va finir avec des trajectoires de vie, puis des conseils pour soutenir l'autodétermination lors de différentes trajectoires de vie. Je vous inviterai aussi à m'interrompre si vous souhaitez poser des questions. Pardon, malheureusement, comme je suis en mode présentatrice, j'arrive pas à voir les mains levées, mais vous pouvez ouvrir vos micros et me poser des questions lors de la présentation. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Il va également y avoir une période de questions à la fin, évidemment. Donc, avant de commencer, je voulais aussi faire un petit avertissement de contenu. On va parler très brièvement de décès, de maladies, d'hospitalisation. Si vous vous sentez mal en entendant ces différentes thématiques, vous pouvez quitter l'activité d'aujourd'hui à tout moment. Donc, commençons avec une définition, non, commençons, pardon, avec la programmation 2025 du projet Revie. J'ai envie d'aller trop vite aujourd'hui. Donc, je voulais vous glisser vraiment quelques mots sur la façon dont la programmation a été créée. Donc, nous avons vraiment fait parvenir un sondage à plus de 85 personnes afin d'identifier les besoins du terrain, puis d'élaborer une programmation qui allait répondre à ces différents besoins. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, je le crois. C'est possible de s'inscrire à nos différentes activités sur notre site Web, mais également à partir de Facebook et de LinkedIn. Toutes les activités sont enregistrées de façon à ce qu'on puisse les rediffuser sur YouTube. Donc, ça faisait vraiment partie de nos objectifs de permettre de diffuser des connaissances sur la durée, donc toute l'année. Et puis finalement, ici à l'écran, vous avez la thématique de la prochaine activité qui est le 9 juillet, donc toujours un mercredi de midi à 13 heures. C'est une activité qui va porter sur la planification de l'avenir. Donc, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut euh, mieux faire face à des changements liés au vieillissement avec son entourage. C'est moi également qui va animer l'activité cette journée-là. Donc, nous pouvons maintenant passer à la définition du concept d'autodétermination. Donc, avant de proposer une définition un peu plus formelle, j'avais envie d'abord de faire une petite mise en contexte. Donc, le concept d'autodétermination est apparu dans les années 70, mais il a vraiment été popularisé autour des années 90. Il existe évidemment plusieurs façons de conceptualiser l'autodétermination. Plusieurs des modèles qui portent sur l'autodétermination vont d'ailleurs vraiment mettre l'emphase sur l'autonomie, la liberté, la possibilité de faire des choix. Évidemment, ces modèles vont laisser peu de place pour les personnes qui sont moins autonomes ou pour qui il va être difficile d'exprimer des choix de façon conventionnelle. Donc, évidemment, ce sont des modèles qui vont peut-être laisser un peu moins de place pour toutes les personnes issues de la capacité diversitaire, notamment. Pour vous montrer un peu en quoi ces modèles laissent moins de place pour les personnes issues de la capacité diversitaire, j'avais envie de vous donner quelques exemples de préjugés que j'ai moi-même entendus en étant la coordonnatrice du projet Revie. Donc, on va faire ça assez rapidement, mais peut-être que vous allez avoir vous aussi entendu des préjugés similaires à l'égard des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Donc, premier préjugé ici, cette personne est non-verbale. Elle ne peut pas exprimer ses préférences. Deuxième préjugé, cette personne ne comprend pas ce qui lui arrive, pourquoi l'impliquer dans les prises de décision. Et puis, finalement, cette personne est sous la tutelle de ses parents. Pourquoi la consulter? Donc, je voulais vraiment donner ces préjugés en guise de rappel pour montrer que la façon dont on conceptualise l'autodétermination ou la façon dont on définit l'autodétermination va vraiment avoir une influence sur on peut mettre l'autodétermination en œuvre. Et donc, moi, j'ai cherché à donner une définition de l'autodétermination qui prenait mieux en compte les besoins spécifiques de la capacité diversitaire. Donc, définition juste ici.
D'ailleurs, je tiens à mentionner que c'est une définition qui est inspirée de dimensions qui sont issues de modèles sur l'autodétermination. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément voulu mettre de l'avant les auteurs des modèles. J'avais vraiment plus envie de mettre l'emphase sur ce que les modèles ont à proposer. Mais si ça vous intéresse, ça me ferait plaisir de vous faire parvenir davantage d'informations sur les modèles et les différents auteurs. Donc, nous allons maintenant voir la première dimension de l'autodétermination. Donc, agir en fonction de nos propres intérêts, de nos préférences et de nos valeurs et non ceux de notre entourage. Donc, être capable d'exprimer ses souhaits, de parler de ses valeurs, puis être capable d'aligner sa vie en prenant des décisions qui vont correspondre à ces souhaits-là et à ces valeurs-là. Puis là, évidemment que l'entourage peut nous donner des conseils par rapport aux décisions qu'on devrait prendre, mais les décisions devraient nous appartenir ultimement. La deuxième dimension, ça va être la possibilité de prendre des décisions qui ont une influence sur nos trajectoires de vie. Donc, avoir la possibilité de prendre des décisions qui vont véritablement influencer le cours de notre vie. Puis là, évidemment, ça fait référence au fait que l'autodétermination, c'est plus que d'avoir la possibilité de choisir ce qu'on va manger pour le souper, par exemple. Et puis finalement, on a la troisième dimension ici, qui est celle d'avoir du contrôle sur les aspects de notre vie que l'on juge importants et pouvoir exercer le degré de contrôle souhaité. Donc évidemment, puis c'est valable autant pour les personnes neurotypiques que pour les personnes neurodivergentes. On n'a pas forcément envie de tout contrôler dans notre vie. Puis il y a aussi des moments où peut-être qu'on a l'impression que certaines personnes qui sont plus aptes que nous à prendre des décisions pour nous. Puis, cette dimension-là de l'autodétermination va justement reconnaître qu'on peut laisser des personnes prendre des décisions pour nous si les personnes ont en effet notre consentement. Je voulais maintenant parler du rôle de l'entourage. Donc, comment est-ce que l'entourage peut favoriser l'autodétermination? Évidemment, tous les modèles qui portent sur l'autodétermination vont vraiment reconnaître l'importance que va jouer l'entourage dans les processus décisionnels et dans la possibilité d'avoir du contrôle sur sa vie. Les modèles reconnaissent aussi que l'environnement est très important. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de favoriser l'autodétermination. Puis l'entourage, justement, va être capable de créer des environnements qui vont être favorables à l'autodétermination, mais il va également permettre de développer des compétences qui vont soutenir activement l'autodétermination. Donc, évidemment, pour pouvoir prendre des décisions, il faut se sentir apte à prendre les décisions, donc avoir les bonnes compétences. Je voulais maintenant vous parler de comment l'entourage peut soutenir l'autodétermination de façon un peu plus concrète en explorant trois thématiques différentes. Donc, on va commencer avec la première thématique qui est celle de la communication. Donc, évidemment, la communication, c'est quelque chose de très transversal, c'est quelque chose qui est partout. La communication va permettre de soutenir l'autodétermination de plusieurs façons. Donc, déjà, la communication, ça va permettre de communiquer ses valeurs, de communiquer ses intérêts. Ça va également permettre de parler de nos besoins. Ça va permettre de poser des questions si on a besoin d'avoir plus d'informations à l'aube d'une prise de décision, par exemple. Je voulais aussi mettre l'emphase aujourd'hui sur le fait que la communication claire, c'est vraiment l'allié de l'autodétermination. La communication claire, c'est quand on parle ou on écrit pour être compris par son destinataire. Donc, c'est vraiment un mode de communication qui va s'ajuster aux personnes qui sont devant nous, aux personnes qui vont nous lire. C'est un mode de communication qui va permettre de transmettre des messages de façon précise et compréhensible. Puis c'est également un mode de communication qui va permettre de vérifier que le message transmis a été bien reçu et bien compris. Évidemment, parfois, on fait semblant d'avoir compris, peut-être par peur de déranger les autres. C'est valable pour tout le monde. Donc, vraiment de vérifier avec la personne qu'elle a bien compris et d'avoir une posture bienveillante et attentive, ça va permettre de s'assurer que la personne a bien compris ce qu'on lui disait. Et puis finalement, j'avais vraiment aussi envie aujourd'hui de mettre l'emphase sur le fait que parfois, pour faciliter la communication, il faut utiliser d'autres moyens que la parole et l'écrit. Je pense qu'on vit dans une société qui est très logocentrée, donc qui est très orientée autour de discours visuels, écrits, codés. Mais parfois, il faut un peu sortir de ça puis utiliser, par exemple, des pictogrammes, des images, des œuvres d'art pour arriver à mieux communiquer des idées qui peuvent être un peu plus complexes
et abstraites. Aujourd'hui, j'avais envie de donner un exemple en particulier. Je sais que de mon côté, quand j'anime des ateliers où j'essaie de parler de sujets un peu plus abstraits, complexes, j'aime bien utiliser des produits culturels comme les films, par exemple, pour arriver à mettre une base commune entre moi et les personnes avec qui j'anime l'atelier. Donc, par exemple, si je voulais parler du sujet de l'hospitalisation, qui est un sujet qui est quand même assez abstrait, complexe, on pourrait regarder un film avec une personne qui va être hospitalisée, puis son parcours de vie lors de l'hospitalisation pourrait justement permettre à la personne autiste et ou avec une déficience intellectuelle de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'hospitalisation, puis qu'est-ce que ça fait d'être hospitalisé notamment. On va ensuite passer à la deuxième thématique, qui est celle du développement des compétences. Donc, comme je l'ai dit un peu précédemment, un développement des compétences va vraiment permettre de soutenir l'estime de soi, puis l'autonomie. Donc, c'est important pour avoir de l'estime de soi puis de l'autonomie de se sentir capable de prendre des décisions, de se sentir capable d'avoir les compétences pour participer activement à des activités, par exemple. Donc, le développement des compétences va en effet soutenir l'autodétermination en donnant des outils concrets aux personnes pour prendre des décisions et avoir plus de contrôle sur leur vie. Puis ici, on voit que l'entourage va jouer un rôle important dans le développement de compétences. Donc, l'entourage va notamment permettre de faciliter le contact avec les services et les ressources, donc par la liaison des services et des ressources pour que la personne puisse développer des compétences dans certains milieux. L'entourage va également permettre de créer un environnement d'apprentissage sain, donc un environnement dans lequel c'est possible de faire des erreurs, par exemple, un environnement dans lequel c'est possible de poser des questions. Et puis finalement, l'entourage va être capable de soutenir les activités de mentorat. Donc, l'entourage peut devenir mentor de la personne, puis faire en sorte que la personne fasse des apprentissages ou peut également faire en sorte que la personne soit insérée dans des milieux où elle pourrait faire des apprentissages en compagnie d'autres personnes. Par exemple, si on pourrait donner l'exemple de quelqu'un qui a envie de rejoindre une activité de bowling. La personne pourrait insérer un groupe qui joue au bowling, puis peut-être que les personnes en même groupe pourraient se porter volontaires pour accompagner le développement des compétences chez la personne. On va maintenant passer à la troisième thématique, qui est la thématique des opportunités. Donc, je l'ai dit un peu précédemment, ça aussi, mais pour avoir du contrôle sur sa vie, il faut avoir l'opportunité de prendre des décisions. Il n'y a pas de contrôle s'il n'y a pas d'opportunité pour prendre des décisions. Évidemment, l'entourage va pouvoir offrir des choix aux personnes, puis soutenir la prise de décision en impliquant directement les personnes, donc en les consultant directement, en créant des espaces où les personnes sont consultées. Puis j'avais envie de faire un petit rappel ici. Malheureusement, dans le contexte de l'autisme et de la déficience intellectuelle, le manque d'opportunités est souvent réel, puis c'est un frein à l'autodétermination. Donc, c'est pas forcément toujours lié à l'entourage, ça peut aussi être lié à des enjeux qui vont être davantage systémiques. Donc, par exemple, dans le milieu de l'habitation, on sait très bien que les personnes ont peu de choix par rapport à où elles peuvent vivre. Donc, ça, c'est vraiment un réel frein à la possibilité de choisir où on a envie de vivre. On va maintenant passer à l'autodétermination et aux trajectoires de vie. Puis là, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est un peu de vous parler des différentes transitions liées au vieillissement, puis de voir comment est-ce que pendant ces moments de transition-là, plusieurs décisions doivent être prises et comment est-ce qu'on peut soutenir la prise de décision, puis comment est-ce qu'on peut soutenir l'autodétermination lors de ces périodes de transition. Donc aujourd'hui, nous allons voir 4 exemples en tout. Donc l'exemple du déménagement, l'exemple de la retraite, l'exemple de l'hospitalisation, puis l'exemple du vieillissement biologique. Donc, on va commencer avec l'exemple du déménagement. Lorsque les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vieillissent, elles vont se voir souvent devoir déménager de façon imprévue. Donc, ça peut être lié, par exemple, à une diminution soudaine de l'autonomie. Ça peut également être lié au décès d'un proche qui nous force à emménager dans une résidence, par exemple. Puis évidemment, lorsqu'on vit des déménagements soudains, on a vraiment l'impression de perdre le contrôle.
Donc aujourd'hui, j'avais envie de donner quelques conseils pour permettre justement aux personnes d'avoir un peu plus de contrôle sur leur vie dans ces périodes justement où tout est un peu chamboulé. Donc le premier conseil, ça va vraiment être apprendre à connaître la personne, ses valeurs, ses intérêts, ses routines. Il y a plusieurs moyens d'apprendre à connaître la personne. On peut avoir une discussion directe avec la personne, mais aussi, on peut aussi utiliser des outils. Je sais que dans le cadre du projet Revie, on a développé un outil qui est très apprécié, qui s'appelle le cahier de vie. C'est un outil qui permet à la personne de se raconter sur une vingtaine de pages. Puis les questions pour permettre à la personne de se raconter sont déjà préformulées. Donc, ça facilite vraiment l'accompagnement. Puis ça permet aussi d'apprendre à connaître la personne de façon assez complète. C'est un cahier qui est disponible sur notre site web au www.projetrevie.ca. De mon côté, j'ai aussi des copiers papier, du guide si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le deuxième conseil, ça va être permettre à la personne de s'approprier son nouveau milieu de vie. Donc, ça peut passer par plusieurs moyens. On peut permettre à la personne de décorer sa chambre, par exemple. On peut lui permettre d'habiter des espaces de vie qui sont normalement des espaces de vie communs, en lui permettant justement de faire certaines activités dans les espaces de vie. Et puis, finalement, le troisième conseil, ça va être de discuter avec la personne des activités qu'elle aime pratiquer et de mettre en place des moyens pour qu'elle puisse les pratiquer. Évidemment, dans les milieux de vie, parfois, les personnes ont une routine plus ou moins stricte, puis je comprends tout à fait pourquoi, mais on peut quand même, au-delà de ça, essayer de créer des moments où la personne peut véritablement pratiquer des activités qu'elle aime faire. On va ensuite passer à la transition de la retraite. Donc, les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle doivent prendre leur retraite à un moment ou un autre, peu importe le type d'activité qu'elles vont faire. Donc, que ce soit un travail rémunéré ou que ce soit le fait de fréquenter un centre de jour, un plateau de travail, etc. Donc, évidemment, la retraite, c'est une période de transition qui va amener beaucoup de changements. Donc, je voulais donner quelques conseils pour que ces changements se passent mieux, puis pour aussi donner la possibilité aux personnes de prendre des décisions pendant leur retraite. Donc, le premier conseil, ça va vraiment être de discuter avec la personne de ce que ça implique concrètement le passage à la retraite. Donc, par exemple, parler de comment est-ce que ça va avoir un effet sur la diminution du revenu, mais aussi parler de comment est-ce que ça va avoir un effet sur la socialisation, parce qu'évidemment, souvent, être à la retraite, ça implique voir moins de gens. On peut aussi parler des effets émotionnels, donc justement du sentiment de solitude que ça peut créer être à la retraite, ou parler de la fatigue qui peut s'installer lorsqu'on est à la retraite. Le fait de parler de tout ça, évidemment, ça va permettre de prendre différentes décisions avant même la retraite. Le deuxième conseil, c'est vraiment de trouver avec la personne des activités qui vont faciliter la socialisation et le maintien d'habitudes de vie saines. Donc là, encore une fois, on peut vraiment écouter les préférences des personnes puis essayer de voir avec elles, est-ce qu'elles aimeraient pratiquer certaines activités qui vont leur permettre d'avoir un rôle actif puis de participer à quelque chose de plus grand qu'elles. Et puis, dernier conseil qui renvoie un peu à ce qu'on a vu plus tôt, donc vraiment développer des compétences pour faciliter la participation aux activités. Donc, avant de se joindre à une activité, c'est bien d'avoir certaines compétences. Ça permet d'être plus à l'aise pendant l'activité, puis ça permet aussi de se sentir valorisé parce qu'on arrive à faire l'activité lorsqu'on rejoint un nouveau groupe, par exemple. Je voulais ensuite parler de la transition de l'hospitalisation. Puis là, ici, c'est vraiment un sujet qui est très complexe, puis je vous inviterais peut-être, si vous vous intéressez à la thématique, à consulter le travail de Romane Couvrette, qui a écrit une thèse sur les soins palliatifs dans un contexte de déficience intellectuelle. Dans sa thèse, elle donne vraiment plusieurs avenues qui permettent d'explorer comment est-ce qu'on peut soutenir l'autodétermination des personnes dans un contexte d'hospitalisation ou de soins palliatifs. Mais aujourd'hui, les petits conseils que j'ai à donner, sont ceux-ci. Donc, d'abord, discuter avec la personne dans un langage adapté de ce qu'elle est en train de vivre. Donc, vraiment faire un effort de communication clair pour parler avec la personne de ce qu'elle vit, de ce que son corps est en train de vivre. Puis, je pense que parfois, peut-être parce qu'on a envie de protéger les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, on a peut-être tendance à leur cacher certaines choses, mais elles ont le droit de savoir.
Je crois vraiment qu'il est possible de présenter toutes les informations de façon synthétique et accessible si on fait un effort. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être, lorsque possible, impliquer la personne dans les décisions relatives à ses soins. Puis là, évidemment, ça va dépendre du régime de protection de la personne, mais c'est possible de consulter directement la personne puis de lui demander comment est-ce qu'elle aimerait recevoir ses soins ou quels sont les meilleurs moments pour recevoir les soins, pardon. Et puis finalement, troisième conseil, puis ça, c'est vraiment peut-être un conseil qui est un peu plus pragmatique puis adapté au quotidien lors d'une hospitalisation, mais vraiment d'essayer de valoriser les préférences quotidiennes lors du passage à l'hôpital. Donc, plutôt que de s'intéresser à la trajectoire de soins ou à l'hospitalisation comme quelque chose qui est très long et très complexe, on peut essayer de valoriser à chaque jour les préférences de la personne que l'on fréquente de façon à ce qu'elle se sente le mieux possible lors de son passage à l'hôpital. Et puis, déjà, la dernière période de transition, qui est celle du vieillissement biologique, donc le vieillissement du corps, le vieillissement des facultés, etc. Donc, le premier conseil, ça va être évidemment de discuter avec la personne des changements que son corps va vivre. Puis, évidemment, il y a plusieurs changements. On peut penser à des changements hormonaux, par exemple, comme la ménopause ou l'andropause chez les hommes. On peut également penser au déclin des fonctions cognitives. Donc, est-ce que la personne va avoir des atteintes frontales, par exemple, ou est-ce que la personne va avoir des pertes de mémoire ou des difficultés par rapport à sa fonction exécutive? Ensuite, on peut penser à l'espèce de fatigue générale qui vient avec le fait de vieillir. On peut également penser à la perte de mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est de plus en plus difficile de se déplacer en raison de son vieillissement biologique? Le deuxième conseil, ça va vraiment être de discuter avec la personne de comment elle souhaite vieillir. Puis c'est un conseil que j'aurais évidemment pu mettre dans toutes les autres périodes de transition. Mais c'est très important de parler activement avec la personne de comment elle souhaite vieillir parce que ça va nous permettre justement de mettre en place des actions alignées avec les souhaits. Donc, par exemple, si une personne souhaite rester très active en vieillissant, ça va nous donner un indice des actions à mettre en place. Et puis, le troisième conseil, vraiment essayer justement de mettre en place des stratégies qui vont être alignées avec les souhaits de la personne. Puis là, je vais reprendre l'exemple de la personne qui souhaite rester active. Si la personne souhaite rester active, c'est possible de l'accompagner de façon à ce qu'elle puisse le faire, par exemple, en faisant des exercices pour l'équilibre ou en faisant de la réadaptation si la personne a eu un accident, par exemple, ou si elle a des petits problèmes qui peuvent être réglés avec la réadaptation. Donc, de mon côté, c'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. J'espérais quand même garder beaucoup de temps pour qu'on puisse parler de l'autodétermination, de parler peut-être de si vous avez déjà vécu des situations où c'était plus difficile de faciliter l'autodétermination des personnes, par exemple. Ou je pourrais également vous parler d'outils qu'on a développés avec le projet Revie pour soutenir l'autodétermination. Ah, question dans le chat ici. Ah oui, quelle était l'expression utilisée au début pour nommer les personnes? Capacité diversifiée. J'ai utilisé le mot personne issue de la capacité diversitaire, pardon. Puis là, oui, ça fait vraiment écho justement à plus que les personnes neurodivergentes. Mais j'avais envie vraiment de montrer comment est-ce que, malheureusement, dans nos définitions de l'autodétermination, on a peut-être un peu tendance à évacuer justement les besoins des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Quelles sont les compétences qu'on doit apprendre, enseigner pour prendre des décisions? Ça dépend vraiment des différentes décisions qui doivent être prises. Malheureusement, c'est un peu du cas par cas. Mais je dirais que ce qui est vraiment important, c'est de transférer au minimum les informations de base. Par exemple, je sais que si on reprend l'exemple de la retraite, c'est important, par exemple, de parler avec la personne du fait que la retraite va amener une baisse de revenus, puis que le fait d'avoir une baisse de revenus, ça va avoir une influence sur la façon dont on peut dépenser au quotidien. Donc, oui, vraiment essayer de parler à la personne de ce qu'elle va vivre,
puis des effets que les décisions vont avoir sur sa vie. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Ah, il y a une question qui arrive. Oui, diversité capacitaire. Je pense que capacité diversitaire, c'est un calque de l'anglais. Est-ce que c'est possible d'offrir des conférences? Oui, de mon côté, je fais des conférences dans les milieux. D'ailleurs, je fais des conférences adaptées aux différents besoins, puis ça me fait plaisir de parler du sujet de l'autodétermination. Donc, je pourrais éventuellement offrir une conférence sur l'autodétermination. Si vous voulez en discuter, ce serait possible notamment de me contacter par courriel. Je vais écrire mon courriel dans le chat à l'instant. Geneviève Brousseau nous fait remarquer qu'il y a une conférence sur l'autisme et la ménopause, pardon, avec le CRADA qui est disponible en ligne. Je suis sûre que c'est une conférence qui est très intéressante. Lorsqu'on parle de ménopause, on oublie souvent justement de parler de comment est-ce que la ménopause, ça a un impact sur la vie des personnes neurodivergentes, puis de comment est-ce que ça peut être difficile de communiquer ce que l'on ressent pendant la ménopause quand on est une personne neurodivergente notamment. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, de mon côté, je suis en train de peut-être de me préparer à vous montrer des outils, dont le cahier de vie. Je vais repartager mon écran. Je vais peut-être en profiter aussi pour vous montrer un peu le site web du projet Revie. Donc, ça va être un petit moment d'autopromotion. Mais on a vraiment essayé sur le site web du projet Revie de faire quelque chose qui allait permettre de transférer des connaissances de façon synthétique. Donc, si vous vous rendez sur l'onglet vieillissement, juste ici, mon ordinateur est un peu lent aujourd'hui à cause de l'enregistrement, malheureusement. Mais c'est vraiment une section dans laquelle on essaie de définir le vieillissement, puis pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. On a aussi une section ici qui nous permet de comprendre le vieillissement en 5 thématiques. Donc, vous avez les thématiques ici. Puis, c'est vraiment des textes qui ont été rédigés en communication claire de façon à faciliter le transfert de connaissances. Donc, on a la thématique du vieillissement parallèle. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsqu'une personne autiste et ou avec une déficience intellectuelle vieillit en même temps que sa famille? On a également la thématique des transitions non planifiées. Donc, pourquoi est-ce que les personnes vivent des transitions non planifiées? Puis, comment est-ce qu'on peut faciliter la prise de décision lors des transitions non planifiées? On a également un onglet qui va porter vraiment sur la planification du futur. Pourquoi est-ce que c'est important de planifier son avenir? Comment est-ce qu'on fait pour planifier son avenir avec son entourage? C'est aussi une section dans laquelle on discute des craintes des personnes en lien avec le vieillissement, mais aussi des craintes de la famille des personnes en lien avec le vieillissement. On a une section qui porte sur la retraite, qui va justement permettre d'un peu mieux comprendre comment est-ce qu'on prépare sa retraite, pourquoi est-ce qu'il faut la préparer aussi également. On a une section sur la maltraitance. Puis là, on met vraiment l'emphase sur le fait que malheureusement, les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle sont très vulnérables quand on parle de maltraitance. On donne un peu des conseils sur qu'est-ce qu'on peut faire pour dénoncer les situations de maltraitance, notamment. Puis finalement, on a une section ici vraiment qui va porter un peu plus sur le deuil et la mort, puis de comment est-ce qu'on fait pour parler de deuil et de mort avec des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, sachant que c'est des thématiques qui peuvent être abstraites. On a aussi un guide qui est davantage destiné aux personnes, donc on peut l'ouvrir ici. C'est un guide en communication claire, dans lequel il y a vraiment eu un effort supplémentaire pour essayer d'expliquer les différentes thématiques. Donc, on a notamment utilisé des pictogrammes pour parler des différentes thématiques, mais on s'est vraiment aussi assuré de faire des phrases très courtes, de donner des exemples concrets.
Donc, on peut passer peut-être très rapidement à travers le guide parce que c'est quand même les mêmes thématiques que celles que j'ai présentées préalablement. Voilà. Puis là, je vais juste retourner dans le chat rapidement pour voir s'il y a d'autres questions. Hum. Parfait. Je vais faire une petite pause dans mon partage d'écran peut-être pour répondre à des questions, puis ensuite je vais recommencer à partager les outils. Euh, un commentaire ici, ou plutôt une question de Alejandro qui dit que les employeurs ne sont pas ouverts à recevoir des personnes autistes, par exemple. Comment les personnes autistes pourront avoir l'autonomie financière s'ils ne trouvent pas facilement un revenu? Lorsque je parlais du manque d'opportunités, c'est exactement ce à quoi je faisais référence. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire et de défense de droit aussi, évidemment, pour faire en sorte que les personnes aient des opportunités liées à l'emploi de façon équitable. Mais oui, en effet, c'est difficile d'avoir de l'autonomie financière si on n'arrive pas à travailler. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé dans le milieu de l'emploi et du handicap dernièrement, mais j'ai l'impression que les choses sont peut-être un peu en train de bouger d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a un lien pour lire la thèse dont vous parliez tout à l'heure? La thèse de Romane, elle est, je crois, je suis pas certaine, je pense qu'elle n'est pas encore publiée parce qu'elle vient de déposer, mais ça devrait venir très bientôt. Mais oui, ce sont des bonnes ressources ici qui vont vous permettre, qui ont été mises dans le chat, qui vont vous permettre de consulter un peu le travail de Romane. D'ailleurs, Romane a participé au colloque à l'ACPAS que le projet Revie a organisé en partenariat avec Shari Brotman. Puis, elle organisait notamment une activité de 15 minutes qui porte justement sur comment est-ce qu'on peut agir ensemble pour favoriser le bien vieillir des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle dans un contexte de soins palliatifs. Puis cette vidéo-là, ou plutôt l'enregistrement de cette vidéo-là, devrait éventuellement être mise à jour sur le site web du projet Revie. Parfait. Ok, je vais continuer à présenter des outils. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser, je vais y revenir. Merci d'ailleurs aux personnes participantes de répondre aux questions dans le chat. Donc, je voulais, je pense, finir en vous présentant le cahier de vie parce que c'est vraiment un outil qui est super pour favoriser l'autodétermination. Donc, je vais repartager mon écran. Parfait. On va aller sur le site web du projet Revie pour le télécharger. Donc, ça fait partie d'une trousse. Il y a d'autres choses dans la trousse, mais aujourd'hui, je vais davantage vous présenter le cahier de vie. Donc, on a une version imprimable, puis on a une version web. On va cliquer sur la version web aujourd'hui. Mais oui, comme je le disais un peu précédemment, le cahier de vie, c'est vraiment un outil qui va permettre d'apprendre à connaître la personne, mais aussi un outil qui va permettre à la personne de se raconter de plusieurs façons. Donc, peut-être que je vais vous montrer les sections que je juge moi-même les plus pertinentes du cahier de vie, mais on a déjà ici la page de couverture où c'est possible de mettre sa photo, son nom. Ensuite, on fait une présentation un peu plus formelle à l'aide d'une ligne du temps qui va permettre à la personne de parler de son passé, des Excuse-moi, événements. Karianne. Oui, Je ne sais pas si en ce moment on est supposé voir le cahier de vie, mais oups. on voit encore le site. OK, super. Merci. Merci de m'avoir arrêté aussi. Je vais repartager mon écran. Pardon. Et voilà. Super, merci. Est-ce que vous voyez maintenant le cahier de vie? Oui, on voit. OK, super. Donc oui, page de présentation. Ensuite, la ligne du temps qui va permettre vraiment aux personnes de présenter les moments marquants de leur vie, d'ajouter des dates, mais aussi de parler un peu de comment est-ce que leur passé ont façonné le présent. On a ensuite des informations qui vont être un peu plus formelles, comme la date de naissance ou le pays de naissance, par exemple.
On a aussi des informations qui vont nous permettre de parler de sa personnalité, de si on a des besoins spécifiques de soutien, ses qualités, les langues qu'on aime parler, qu'on comprend aussi, de ses outils de communication préférés. Puis là, ça fait référence au rôle important de la communication pour soutenir l'autodétermination. On a aussi quelque chose qui porte sur les cinq sens, puis je pense que c'est une section qui est vraiment pertinente dans un contexte de vieillissement, puisqu'on sait que les sens sont susceptibles d'être un peu atteints justement par le vieillissement biologique. On a aussi une section sur la santé générale qui va permettre de parler de ses diagnostics, de ses besoins, de si on prend des médicaments, par exemple. Une section sur l'alimentation qui est très importante parce que c'est, mine de rien, c'est important de manger ce qu'on aime manger quotidiennement. On a aussi une section sur les routines. Celle-ci aussi, je la trouve super parce que ça permet justement, quand on arrive dans un nouveau milieu, de parler un peu de ses routines. Puis le milieu va avoir la possibilité d'essayer un peu peut-être de s'adapter aux routines de la personne. Hmm. Une section aussi sur les activités et les intérêts. Donc, cette section qui va permettre d'aligner justement les activités en fonction des intérêts de la personne. On a une section qui va davantage porter justement sur les valeurs, les souhaits, donc qui va permettre, par exemple, de parler de ses traditions, de ses croyances, de comment est-ce qu'on aime célébrer ou non certains rituels. On a une section sur la famille, puis là, comme le rôle de l'entourage est vraiment très important pour favoriser l'autodétermination, ça permet de parler justement un peu de quel est notre rôle avec notre famille, puis de comment est-ce que notre famille nous soutient quotidiennement. Un arbre généalogique. Puis oui, je pourrais parler très, très longtemps du cahier de vie, mais c'est vraiment un super outil pour se raconter. Puis je pense que c'est un outil qui prend du temps à remplir, évidemment, mais ça vaut la peine peut-être de fractionner le remplissage du cahier de vie de façon à avoir vraiment un portrait complet de la personne. Puis je sais que dans certains milieux, on utilise littéralement le cahier de vie pour animer certaines activités. Donc, par exemple, on peut se dire qu'une fois par semaine, pendant 1 heure, on va remplir des sections du cahier de vie avec les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, que ça va vraiment nous permettre de laisser une trace de ce que les personnes aiment faire, d'où elles viennent. Puis cette trace-là va pouvoir être transmise aux différents milieux que la personne va fréquenter notamment. Je vais arrêter mon partage d'écran, retourner voir. Oh, ah oui, parfait. Donc, on avait une question sur, oui, où se trouve le cahier de vie, qui se trouve sur l'onglet ressources de notre site web. Est-ce qu'on avait d'autres questions aujourd'hui sur l'autodétermination? Et là, je sais que j'ai peut-être pas répondu directement à certaines des questions parce que l'autodétermination, c'est vraiment un concept qui est abstrait, mais je pense que ce que j'avais envie de vraiment mettre de l'avant aujourd'hui, c'est que l'autodétermination, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. C'est sûr que c'est un concept qui est abstrait, qui est complexe, mais favoriser l'autodétermination des personnes, ça peut passer par plusieurs moyens qui ne sont pas forcément compliqués. Puis comme je le disais précédemment, je pense que vraiment la base de l'autodétermination, c'est être capable de communiquer avec les personnes, puis essayer peut-être de faire un effort supplémentaire pour communiquer avec elles, puis les interpeller aussi directement lorsqu'on prend des décisions. Même si parfois, on a l'impression que le fait de les interpeller, ça peut peut-être nous ralentir parce qu'on vit dans un monde où tout va très vite. Mais oui, vraiment prendre la peine de ralentir, de consulter les personnes. Je pense que c'est la clé de l'autodétermination. Un lien avec la résilience. J'aurais besoin de plus d'informations sur cette question pour pouvoir y répondre convenablement, je pense.
Est-ce qu'il y a un code légal pour la prise de décision au Québec? Évidemment, il y a certaines décisions qui vont être entourées par la juridiction, notamment les décisions qui vont être notariées ou les décisions en lien avec la tutelle. Donc, ça, encore une fois, ça va, c'est du cas par cas. D'ailleurs, c'est vraiment pas mon sujet d'expertise, mais il y a 2 semaines, nous avons organisé une activité en partenariat avec une notaire, Madame Joanie Lalonde-Pircharski, dans laquelle on a vu justement un peu les différents processus juridiques qui peuvent faciliter la planification de l'avenir, la préparation de l'avenir. C'est d'ailleurs quelque chose qui est disponible sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Euh, j'aime bien les précisions. Le concept de l'autodétermination comprend-il le concept de résilience? Je vois la résilience comme quelque chose d'imposé, mais l'autodétermination semble plus saine selon vos explications. Je pense que de mon côté, je définis vraiment la résilience comme la capacité de quelqu'un à surmonter des obstacles. Je sais qu'on a tendance à peut-être étiqueter les personnes justement issues de la capacité diversitaire, puis à dire qu'elles sont résilientes. Puis là, je suis d'accord que si c'est une question d'étiquette, c'est assez imposé. Euh, mais je dirais que l'autodétermination, non, c'est pas quelque chose d'imposé, mais mais que tout le monde a le droit à l'autodétermination de l'autre côté. Euh, je le vois un peu comme un droit de base, la possibilité d'avoir du contrôle sur sa vie, ou un droit fondamental, en fait. Euh, mais il y a différentes façons d'arriver à l'autodétermination. Il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres questions? On peut aussi finir plus tôt. Je pense que c'est l'heure du lunch. Ça ferait plaisir à tout le monde. Moi, j'aurais une dernière question. Oui, bien sûr. Euh, Merci d'abord pour aujourd'hui. C'est vraiment super comme petite présentation très claire. Euh, j'ai posé la question tantôt à savoir c'est quoi les outils les compétences qu'on peut Mhm. enseigner, apprendre pour la prise de décision. Mhm. Si vous aviez euh, des références provenant de la recherche ou si c'est simplement le gros bon sens. Je pourrais vous faire parvenir des références faites à la présentation. Par contre, ça va être plus des références qui vont être issues du milieu de l'éducation. Il y a très peu de recherches qui portent sur l'autodétermination présentement dans un contexte de vieillissement, malheureusement. Mais je pense qu'il y a quand même des choses issues du milieu de l'éducation qui peuvent servir justement pour soutenir le développement de compétences. Puis éventuellement, ça pourrait être aussi une idée de projet de recherche. Il y a des chercheurs ici présents. Comment est-ce qu'on fait pour soutenir l'autodétermination plus concrètement dans un concept, dans un contexte de vieillissement? Oui, et je pense il y a pas mal d'outils et de recherches en cours dans d'autres pays, plutôt anglophones, hein. Oui, en fait, le concept d'autodétermination a aussi vraiment vu le jour dans les pays anglo-saxons. Donc, il y a vraiment, ouais, une longueur d'avance dans ces pays, évidemment. Super. Mais oui, en fait, je peux retrouver votre courriel grâce à Zoom, donc je pourrais vous envoyer des liens. Ça me ferait plaisir. Je le prends en note d'ailleurs. Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. Parfait. On avait peut-être une dernière question avant de se quitter. Parfait. Dans ce cas-ci, on peut se quitter maintenant. Je fais de la promotion une dernière fois pour notre activité du 9 juillet qui va porter sur la préparation de l'avenir avec l'entourage. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à l'activité,
Vous pouvez le faire de plusieurs façons, donc sur notre site web, évidemment, mais aussi à partir de notre page LinkedIn, de notre page Facebook. Vous pouvez aussi m'écrire un courriel. Je vais remettre mon courriel dans le chat, puis je peux vous inscrire manuellement, si c'est plus facile aussi, peut-être. Voilà, j'ai remis mon courriel dans le chat. Parfait. Merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui.